Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve en cette fin d'année 2025 pour vous proposer un nouvel épisode de notre rendez-vous hebdomadaire autour du basket et autour de cette année 2025-2026 là qui s'achève gentiment pour la partie 2025 et on va gentiment rentrer dans la deuxième partie de saison. On va pouvoir en parler et revenir aussi sur les derniers matchs et les matchs de Noël en particulier qui a eu lieu cette semaine pour vous accompagner surtout dans cette épisode. C'est Yannick. Salut Yaya. Salut Chris, salut à toutes, salut à tous. Écoute, ravi de retrouver tout le monde en cette période de fête. Donc, on va pouvoir parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine et de se projeter vers la deuxième partie de saison, comme tu l'as bien dit. Yes, ouais, carrément. J'espère que tu as passé un bon réveillon, que tout se passe bien, que la digestion est pas trop compliquée. Non, ça va. J'ai fait soft cette année. J'ai fait très très soft. Bon, très bien. Tu as raison, c'est très bien. Déjà des bonnes résolutions pour Yaya alors qu'on n'est même pas en 2026. Est-ce que c'est signe de sagesse? Non, je suis toujours aussi râleur. Ah oui, si tu deviens trop gentil, il faut quand même il faut qu'on ait nos qualités, nos défauts qui font ce qu'on est et qui font que les gens nous écoutent. En tout cas, on espère pour vous qui nous écoutez toutes les semaines sur les antennes de The Playoff. On va attaquer donc notre podcast avec notre petit récap évidemment de la semaine. On va revenir sur les matchs de Noël. On sait que c'est un rendez-vous important dans la saison NBA, que ce soit pour les observateurs qu'on est ou même pour les joueurs. Il y a toujours ce petit truc en plus de jouer les matchs de Noël. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour en parler avec toi, Yaya. On fera le débat ensuite. Un débat un petit peu différent d'habitude où on va être sur le côté un petit peu projection ou attente de ce qu'on souhaite pour certains joueurs et certaines franchises pour l'année 2026, en tout cas pour la deuxième partie de saison NBA. On enchaînera ensuite avec un petit agenda rapide. La semaine à venir en NBA est pas folle en termes d'affiches. On a essayé de vous trouver quand même un ou deux petits matchs à observer si vous avez la chance d'être en vacances, pourquoi pas. Et surtout, à la fin de l'émission, vous aurez le 5e épisode d'Elliott N1. Et Yaya, je t'invite en particulier à l'écouter, vous évidemment, mais toi aussi Yaya, parce que Elliott est parti faire un petit voyage sur la côte est des États-Unis et a profité du Christmas Day pour aller voir le match des Knicks au Madison Square Garden. J'ai vu. Alors, je suis très content pour lui, mais je suis aussi très très jaloux. Je comprends. Je suis pas loin d'avoir à peu près le même ressenti que toi, mais donc vous pourrez. Mais c'est quand même énorme pour nous de tout ce que fait Elliott pour le podcast, mais également pour les auditeurs. Et c'est un truc de malade. Donc allez écouter Elliott. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, lui donner de la force. Très très souvent, il y a son compte associé à celui de The Playoff sur les stories Instagram. N'hésitez pas à aller le suivre. Voilà. Ouais, carrément, t'as tout à fait raison. Et donc là, vous retrouverez la chronique en fin d'émission, donc son petit retour sur le match qu'il a pu voir du côté du MSG, ce match entre les Cavs et les Knicks. Et ça tombe bien, c'est vers là qu'on va se diriger tout de suite, Yaya, pour notre récap. On va reprendre les matchs dans l'ordre, si tu veux bien. Et donc ça avait démarré à 18h, quoi, c'est ça, 18h heure française, midi pour les Américains. Ce match classique des Knicks qui démarre historiquement toujours ou quasi toujours, en tout cas depuis très régulièrement le marathon de Noël. Et là donc c'était contre les Cavs. Victoire des Knicks 126-124. Début de match des Knicks assez complicado quand même, faut l'avouer. Ils ont été menés jusqu'à 17 points d'avance et gros retour, gros comeback de New York dans ce match de Noël inaugural pour eux. Qu'est-ce que tu en as un petit peu pensé? Match intéressant à suivre. Les Knicks me font peur. Ça respire pas la sérénité. Très déçu des Cavs, mais moi ce qu'on a vu surtout c'est Mitchell Robinson qui dès qu'il rencontre Allen, il en fait ce qu'il en veut. Après l'émergence de joueurs de banc qui ont fait beaucoup de bien, Clarkson, Kolek là qui fait un gros run. Donc c'était plutôt sympa, plutôt plaisant. Et il y a un warning du côté de New York, c'est Gershon. Qui a pas du tout joué sur ce match-là. Oui, alors il était malade le match d'avant. Là, il était encore un petit peu malade. Il était questionable.
Va falloir vite que son agent lui trouve un moyen de l'exfiltrer, parce que sinon ça sent vraiment une fin bizarre, pour pas dire gâchée. Pour revenir sur ce match-là, c'est vrai que t'as raison de souligner l'apport de mecs du banc comme Clarkson là qui met 25 points avec 50% à 3 points et 10 tirs tentés, donc un beau pourcentage pour lui. On sait que il y a ce côté un petit peu pétard ambulant avec Clarkson qui est capable de trou d'air, mais qui est aussi capable de, comme il y a eu dans ce match-là contre Cleveland, de gros coups de chaud. Bah il termine quoi? Il termine deuxième meilleur marqueur derrière Jalen Brunson dans le match, donc c'est pas anodin. Tyler Collect a complètement raison aussi, il est à 16 points, 9 passes. Très bonne adresse, 4 sur 5 à 3 points. Ça fait plusieurs matchs là qu'il est intéressant, ce petit jeune là, Tyler Collect, c'est une bonne pioche. Tu vois, c'est le genre de joueur que tu voyais pas sous Thibodeau, que là tu vois quand même dans une rotation qui est un petit peu plus élargie maintenant, un petit peu plus. Oui, c'est un sophomore. Faut pas oublier que c'est des joueurs NBA. Ça veut dire que c'est des joueurs qui sont ultra élites. Sur la planète entière, on est 7 milliards d'habitants, il y en a 400 qui sont en NBA. Les 400, c'est l'élite de l'élite. Ça veut dire que dès que tu les mets sur un spot, ils sont très très forts. Donc voilà. Après, c'est juste une question d'opportunité. Il a montré qu'on pouvait lui faire confiance sur quelques minutes. Maintenant, il a un rôle un peu plus élargi. Et on voit que même avec Jalen Brunson, ça peut fitter quand ils sont tous les deux sur le terrain. Donc ça peut être, ça peut donner des options à Coach Brown. Et puis voilà, donc c'est plutôt chouette de voir ça. Et petite mention spéciale d'ailleurs sur ce match avec un autre Français, Mo Diawara, qui a eu quelques minutes en première mi-temps et qui, quand ça tanguait un petit peu, il a mis ses 5 points qui ont fait du bien aux Knicks. Donc c'est vraiment quelqu'un qui prend ce qu'on lui donne et qui petit à petit peut faire une Tyler Collect à terme. Voilà. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai, t'as raison. À suivre pour Diawara. Moi, je voulais revenir rapidement avec toi sur l'impact. Tu en as parlé tout à l'heure au tout début de Mitch Robinson. Là, il est à 17 minutes. Alors, 0 points, mais surtout 13 rebonds. Et dans le quatrième carton, là, quand il rentre, il va te choper 4 ou 5 rebonds offensifs qui vont donner des secondes chances à New York à chaque fois, qui vont être concrétisés par des paniers. Donc ça, c'est en partie ou en grande partie, en tout cas, le premier maillon important, c'est Mitch Robinson. Et tu vois, c'est un des rares joueurs, il y en a très peu dans la ligue, qui sont quand même capables, tu vois, malgré le fait de n'avoir marqué aucun point en attaque, d'être vraiment un élément important dans la remontée de son équipe au score, parce qu'en fait, grâce à lui, les Knicks ont pu recoller petit à petit dans ce match-là, malgré que offensivement, il a eu aucun impact d'un point de vue du scoring, tu vois. Ah, complètement. Malgré tout, vu que il est toujours capable de monter vite au cercle, tout ça, tu peux pas non plus le laisser tout seul. Donc voilà. Mitch, c'est un joueur qui a été drafté par les Knicks en deuxième tour il y a très longtemps. Il est là depuis des années. C'est limite la mascotte et il fait le taf, quoi. Tu vois, c'est un joueur de devoir et il impacte vraiment. T'as raison. L'équipe, quoi. Ouais, bon, et rapidement, Cleveland, bon, t'as Mitchell qui fait son match, il finit à 34 points, t'as Garland qui est à 20 points, tu vois là, un impact de Jarrett Allen très faible, 7 points, 2 rebonds, 2 passes, 8 rebonds, pardon, on va mettre ça dans l'ordre, mais c'est surtout en fait que t'as une équipe de Cavs, on va pas en parler nécessairement parce qu'on va enchaîner sur les autres matchs, Yaya, mais qui est fragile, tu vois, fragile dans le jeu et fragile psychologiquement parce que tu démarres un match où tu mets un bon éclat tout de suite au Garden à l'équipe qui te reçoit et t'arrives pas à maintenir cet écart-là et tu te prends le run et tu perds le match au coup près. Là, tu vois, ça termine à 126-124 avec un gros run en quatrième carton des Knicks. Ils mettent 42-28. Donc voilà, cette équipe de Cleveland, on sait pas trop quoi en penser. Ça, c'est fragile dans tous les secteurs, mais t'as l'impression aussi que voilà, psychologiquement, ils y sont pas et il y a pas ce côté tiens, on a bien commencé le match et on tient le truc par le bon bout, donc on va continuer comme ça tout le long. Ça n'a pas été le cas, tu vois. Bah, tu sais, c'est quand même la NBA. La première mi-temps, ça joue. Voilà, les écarts ne veulent rien dire. Ça veut dire que c'est vraiment au début du quatrième quart-temps.
où il y a une équipe qui a pris de l'avance, la maintient ou pas. Et là, du coup, ils n'ont pas résisté au run des Knicks, notamment, tu l'as dit, parce qu'ils n'ont pas maîtrisé le rebond. Après, c'est l'équipe, ça manque de lien un peu dans cette équipe. Tu vois, l'année dernière, je pense qu'ils avaient surperformé en saison régulière. Et là, cette année, c'est retour sur terre. Ils sont à peu près à leur niveau, 6e, 7e. Voilà, c'est leur niveau. Sachant qu'il y a eu beaucoup de blessures. Et puis, c'est pas Donovan Mitchell, c'est un soliste. Bah oui, ça c'est notre... Et le problème, c'est que derrière, Garland, c'est un très fort joueur. Et tu vois, il a été beaucoup blessé. Mobley est revenu sur ce match, mais il a été limité par les blessures, pas en temps de minutes parce qu'il a été blessé. C'est compliqué après, tu vois. Non, c'est clair. Bon, cette équipe, elle va un peu. Elle est toujours mid. Voilà, c'est une équipe mid. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté surperformance peut-être de l'année dernière, en effet. Donc on va suivre, on va enchaîner. Tiens, avec le deuxième match, c'était peut-être l'affiche de la soirée, en tout cas celle qu'on attendait le plus et qui en plus qui était un horaire vraiment sympa, 20h30 pour nous en France. C'était le match contre les Spurs et le Thunder. Il y avait donc eu déjà ces 2 victoires de San Antonio. Il y avait eu en NBA Cup et il y avait eu ensuite une belle tôle. Je crois que il y avait eu 20 points d'écart, 130-110 si je ne m'abuse, 2 jours avant Noël. Et là, du coup, le match se déroulait à Oklahoma City. On attendait une réaction du Thunder. Le Thunder qui a démarré très fort le match. Mais finalement, encore une fois, les Spurs l'emportent et il y a quand même un écart de 15 points à la fin, 117-102. T'en avais parlé, Yaya, ce côté un peu kryptonite qu'on voit maintenant un petit peu partout dans plein d'articles, sur les réseaux et compagnie. Alors, je vais pas dire que tu l'avais dit avant tout le monde, mais on en avait parlé dans les... On en avait parlé en tout cas dans les précédents épisodes déjà de tout ça, et ça se confirme, 3 défaites en 12 jours pour le Thunder et à chaque fois contre les Spurs, tu vois. Ouais, mais c'est anecdotique. Pour moi, c'est anecdotique. Tu penses vraiment? Oui, complètement. C'est de la saison régulière. Quand ça va compter pour OKC, t'inquiète pas, ils seront là. Moi, ce qui m'interroge plus, c'est comment en fait ils sont trop dépendants de SGA. Pour moi, c'est ça en fait le vrai problème. SGA, ça veut dire que s'il est pas dedans, qu'est-ce qu'ils font quoi? Ça manque de supporting cast et en fait dans ce match-là, celui qui doit apporter, il est muselé complètement par Wemby. C'est Chet Holmgren qui pour moi doit être plus que Williams la deuxième option. Et derrière, en fait, ça manquait de support quoi. Tu vois, regarde derrière SGA, il y a personne qui a plus de 20 points quoi. Mais même, personne qui est au-dessus de 14, parce que Caruso est à 12, Jalen Williams est à 12, Hartenstein finit à 13, tu vois. Et même Shea, Shea, il est que à 22 points. Oui, et puis, du coup, tu vois, avec Wemby, ils arrivent à lui couper ses pénétrations, là, ces espèces de pénétration, ou même s'il s'arrête sur des pull-ups dans la zone intermédiaire, avec ses grands bras, il va gêner, tu vois. Donc, mais ça, ils vont le régler en play-off avec d'autres systèmes, tu vois, qui gardent s'ils doivent les rencontrer en play-off. Donc, moi, je suis pas inquiet pour OKC, mais le fait que je trouve que ça, le match, ça ronronnait, ils y étaient pas. Et d'ailleurs, coach Denio, il a sorti ses joueurs assez rapidement. Il a essayé des choses, ça n'a pas marché. Regarde Caruso, qui normalement est un baromètre de cette équipe, il était complètement absent sur ce match. On a 12 points, 3 sur 13 au tir, 2 sur 12 à 3 points. Alors après, l'adresse globale du Thunder était pas bonne. Il termine à même pas 39% au général et à 25% à 3 points, 11 sur 44. Là, il y a un côté un peu obstination dans le shoot et dans le fait
côté frustration, tu sais, où t'arrives pas à rentrer tes shoots, donc tu te dis le prochain il va rentrer, mais il rentre pas. Donc il y a un côté peut-être un petit peu forceur là-dedans. Tu vois, Dort il finit à 2/7 à 3 points. Chez Gidjus, il met que 1/6. Caruso 2/12. Tu vois, à 3 joueurs déjà, il y a beaucoup de 3 points pris. Il y en a 7 et 7, 14, 13, ça fait 25, et ils en ont mis que 4/25 à 3 joueurs. C'est énorme, je trouve. Donc, en tout cas, je trouve c'est intéressant ce que tu dis sur le côté. On n'en avait pas parlé tous les deux avant, donc sur ce côté, t'es pas nécessairement inquiet pour cette équipe du Thunder, parce qu'on voit beaucoup passer là. Ah tiens, on a hâte d'avoir pourquoi pas une série de playoffs entre ces deux équipes-là, parce que les Spurs ont tapé 3 fois le Thunder en 12 jours, ce qui on va dire est un peu en termes de, je vais pas dire que c'est des playoffs, mais quand tu rencontres autant de fois la même équipe sur un délai aussi court, ça peut ressembler un petit peu à des playoffs, même si le contexte est différent. Ouais. Tu dis que le Thunder était pas dedans, ok, mais est-ce que le Thunder était pas dedans parce qu'ils ont peut-être pas réussi à trouver le rythme qui leur convient, parce que en face ils ont une équipe qui arrive à trouver les solutions pour les limiter en fait, avec ce trio d'arrière, De'Aaron Fox, Stephen Castle, Dylan Harper, Victor Wembanyama, voilà, même s'il a toujours un temps de jeu limité, il est toujours aussi impressionnant. T'as les mecs d'expérience, des mecs comme Harrison Barnes, là, qui vont toujours aller planter leurs 3 points. Ouais. Luke Cornette, de temps en temps, qui fait un bon match, pas nécessairement dans celui-là, mais 3 victoires en 12 jours, tu vois, tu peux battre une fois une équipe, 2 fois, tu commences à te dire, ah, t'as peut-être trouvé des trucs. Là, tu les bats 3 fois en 12 jours, donc c'est peut-être que quand même San Antonio a trouvé des ajustements ou des débuts de solutions contre cette équipe du Thunder qu'on croyait invincible, ou en tout cas qui allait pourquoi pas viser des records all-time de victoires. Moi, je pense que c'est surtout plus que des ajustements. Je crois que c'est des match-ups qui sont favorables. C'est surtout ça, et sur les role players. Donc et puis ils sont en réussite. Il y a des équipes, tu sais pas pourquoi, t'es en réussite contre eux, et je crois que c'est le cas. Après, encore une fois, faut les battre 4 fois en 15 jours. Je pense que l'expérience est du côté de coach Denio. Il a été jusqu'au bout. Les joueurs vont jusqu'au bout, ont déjà été jusqu'au bout. Moi, je suis pas. T'es pas plus inquiet, ok. Non. Après, et c'est la saison régulière, les gars. Je pense que la Cup, ils les ont rejoués rapidement après la Cup. C'est un match qui compte pas après, tu vois. C'est la gueule de bois, voilà. En revanche, je reste persuadé que s'ils se rencontrent en play-off, attention, San Antonio, quoi. Ils ont intérêt à arriver avec le couteau entre les dents, parce que du côté d'OKC, ça va être pitbull time. Hein. Oui, c'est clair. On sait que on passe, voilà, quand tu arrives en play-off, évidemment, l'intensité est plus la même, l'enjeu n'est pas le même non plus. Donc, on va pas faire de conclusion au mois de décembre, mais voilà, c'est quand même le petit fait marquant, et encore plus dans ce match de Noël-là qui se déroulait au Thunder. On va enchaîner un peu plus vite si tu veux sur les autres matchs. On va garder la grosse affiche pour la fin, prendre un peu plus de temps peut-être, mais rapidement, le Warriors Mavericks, sur le papier, ça pouvait être sympa. T'avais du Steph Curry, t'avais du Jimmy Butler, t'avais du Anthony Davis, t'avais du Cooper Flag. Bon, Anthony Davis s'est blessé. Bon, voilà, c'est l'histoire de sa vie, donc c'est comme ça. Le match a pas été très dingue, 126-116 la victoire des Warriors. Cooper Flag 27 points quand même, donc il continue sur sa belle dynamique depuis quelques semaines. Très honnêtement, moi j'ai rien de particulier à retenir de ce match-là, qui a pas été d'une intensité incroyable, et qu'on peut mettre de côté rapidement. Je sais pas si tu as quelque chose à en dire, mais Non, je vais en parler plus tard. Donc okay. des matchs, blessure d'AD, moi ça me fait quelque chose, parce que ils ont besoin, et vivement que Kyrie Irving revienne. Ouais. Bon, on balaye ça rapidement. Du coup, l'autre match ensuite qui avait lieu à 2h du matin pour nous, hors français, c'était 4e match de la soirée. Les Rockets qui se déplaçaient en Californie du côté des Los Angeles Lakers. C'est la démonstration des Rockets, 119-96, avec une démonstration dans tous les secteurs du jeu. Pareil, moi je parlerai des Lakers un petit peu plus tard, donc je vais pas m'attarder nécessairement beaucoup sur ce match-là, mais alors je l'ai pas vu en direct, je vous avoue, je l'ai regardé le lendemain en accéléré, et j'étais très déçu de la prestation et de la proposition de jeu des Lakers. JJ Redick aussi était très déçu, il l'a dit en conf de presse, et heureusement qu'il l'a dit. Mais alors, ils ont été mangés dans l'intensité, dans l'envie, dans les rebonds, dans tout en fait. Les Lakers, t'avais l'impression que t'avais une équipe de vieux contre une équipe surathlétique que sont les Rockets.
Et assez déçu de la presta des Lakers. Et bravo aux Rockets qui, eux, ont très bien joué au basket. Mais j'ai eu l'impression que tu avais une équipe qui était là pour jouer au basket et l'autre qui avait peut-être du mal à digérer sa bûche. Tu vois. Bah voilà, t'as tout résumé. Voilà. Dernier match, on peut prendre un petit peu plus de temps si tu veux, en tout cas quelques minutes pour en parler. Oui. Le Nuggets Wolves, cette équipe, ce gros match, ce gros thriller qui était au bout de la nuit en prolongation, 142-138 victoire de Denver, avec un Nikola Jokic encore une fois sur une autre planète. Il termine à 56 points. Alors j'ai plus les stats devant les yeux, mais 56, 15, 15. 16 rebonds, 15 passes. Ouais, c'est le premier joueur, je crois, de l'histoire qui fait une telle perf à plus de 55 points. En tout cas, de faire un triple-double à 55, 15, 15, on va dire. Et c'est la 3e meilleure marque dans l'histoire des matchs de Noël. Nikola Jokic, encore une fois, une masterclass. Et à souligner, après je te laisse la main, Yaya, sur ce match-là, si tu veux. Et on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important dans la réussite des Nuggets autour de Jokic. C'est encore une fois la grosse saison et le gros match de Jamal Murray qui termine à 35 points, 10 passes. Bah, c'est le baromètre. C'est lui le vrai baromètre. C'est-à-dire qu'en fait, Jokic, il est tellement constant que en fait, autour de lui, il a besoin de c'est Batman et Robin, et il a besoin que Robin soit là sur le terrain, quoi, et performant. Et il avait eu du mal à digérer le titre, Jamal Murray, mais là cette année il revient, il veut aller chercher son titre, quoi, tu vois, il veut montrer à tout le monde que quel joueur il est. Alors faut pas oublier non plus que c'est pas un vrai pur meneur à la base, c'est un deuxième arrière. Moi ce joueur je l'apprécie énormément, et c'est pas un secret. Mais effectivement, c'est vraiment le baromètre, c'est-à-dire que quand lui, il est dans la zone, c'est compliqué, quoi, pour les adversaires, quoi. Et il donne un jeu, c'est le complément parfait de Jokic, parce que en fait, il n'est pas un vrai pur meneur. Et quand t'as Jokic sur le terrain, ça lui permet de faire ses stats et de diriger le jeu également. Donc c'est vraiment quelque chose, et je pense que les départs notamment de Michael Porter Jr., tout ça, c'était en partie pour lui donner un peu plus de place, et un peu plus de ballon. Et ce qu'il faut noter aussi dans cette victoire-là, mais en particulier dans les succès récents des Nuggets, c'est qu'il manque quand même 2 joueurs du 5. Il manque Christian Brown et il manque, j'ai presque envie de dire, surtout Aaron Gordon, tu vois. Et malgré, je pense que tu as peu d'équipes, ça pourrait être une discussion intéressante à avoir dans le cadre d'une émission, Yaya. Je pense que tu as peu d'équipes dans la NBA actuelle, tu leur enlèves 2 joueurs du 5, c'est pas des mecs de complément, tu vois. Tu leur enlèves 2 joueurs du 5, ils continuent à gagner, ils continuent à être forts. Alors, ça passe évidemment, on l'a dit, par Murray et en particulier par Jokic. Mais tu vois, c'est vraiment quelque chose à souligner. Même, tu vois, tu prends le Thunder, tu leur enlèves 2 joueurs, allez, peut-être à part le Thunder où tu leur enlèves 2 joueurs du 5 qui peuvent arriver encore à bricoler quelque chose, mais t'as peu d'équipes comme ça dans la NBA qui arrivent à s'en sortir quand tu leur enlèves une partie de l'effectif. Donc, gros match. Ouais. Sur les ailes, t'as un peu les Knicks, hein, si t'enlèves les joueurs des ailes sur les Knicks, tu vois. Oui, pourquoi pas, bon exemple. Tu vois, Anunoby a manqué des matchs, Hart a manqué des matchs. Il y a du monde à côté, tu vois, qui peut arriver, hein. Donc même si on les aime pas, les Celtics, regarde, même sans Jason Tatum, bah tu vois, ils font le taf, quoi. Ouais, mais là t'enlèves un. Ouais, bon, après tu me diras, l'effectif a beaucoup bougé aussi, donc ça peut être un exemple qui se prend, mais voilà, il y a quelques équipes, mais c'est assez rare en effet. À souligner quand même du côté des Wolves, ouais. Et t'as des équipes, s'il y avait des blessés, peut-être qu'ils tourneraient mieux, hein. Ah oui, mais bon, après ça, donc oui, mais bien sûr. Mais après, les what if et les trucs comme ça, c'est aussi ce qui se passe dans les saisons, hein. C'est les blessures des uns, des autres. Mais c'est vrai que 2 joueurs du 5 en même temps, c'est moins commun, on va dire. Côté Wolves, on a le gros match d'Anthony Edwards, quand même, qui nous fait, une très belle rencontre à 44 points. Bon, allez, un peu arrosé à 3 points, il est à 5 sur 14, mais il fait quand même 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. Rudy Gobert, 9 points, 12 rebonds. McDaniels à 21 points. Julius Randle à 32. Donc, en fait, t'as quand même c'était vraiment le thriller de cette nuit de Noël, ce match-là entre Minnesota et Denver. Et en fait, t'as l'impression que
Minnesota pouvait faire tout ce qu'elle aurait pu faire et a proposé un bon basket quand même dans l'ensemble. Mais voilà, quand t'as un mec qui est sur une autre planète comme Jokic qui te... Allez voir le compte Twitter de la NBA là, alors ça date de quelques jours maintenant, a fait un focus de 3-4 minutes sur ce qu'a fait Jokic dans ce match-là. C'est régal. C'est régalade absolue. Tu ne peux rien faire. Le mec trouve toujours des solutions. Il a tellement une intelligence XXL de la lecture du jeu. Il va tellement vite dans la lecture que, en fait, il te fait tout. Il te fait tout. Quand il a Gobert sur lui, il va le jouer. Quand il voit qu'il a pas de solution, il va prendre à 3 points, ça rentre dedans. Quand il est pris à 2, il va trouver une passe que personne d'autre sur la planète basket ne sait faire. Il a tout en main, Nikola Jokic, et c'est vraiment impressionnant, même si ça fait des années qu'on le dit, mais quand tu vois dans ce genre de rencontre, c'est surtout face à un bel adversaire qui a rien lâché, c'est encore plus beau, je trouve. Oui. Moi, je sais plus comment en parler de Jokic. De Nikola Jokic. Bon, c'est un compliment, ça, en général, quand on sait plus quoi dire. Ouais, tout à fait. Après, moi, en fait, la NBA actuelle le favorise énormément. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais il en profite très bien et c'est un régal à voir jouer, quoi. Ah oui, oui. Si vous aimez pas le jeu de Jokic, pardon, mais changez de sport en fait. Voilà, allez, il y a tellement d'autres choix. Allez regarder du tennis, allez regarder du tir à l'arc si vous voulez. Mais bon, du football américain. Oui, très bien. Oui, c'est vrai. Je suis parti sur d'autres sports, mais oui, vous pouvez rester sur les sports américains avec des podcasts évidemment toutes les semaines sur les antennes de The Playoff. Tu as raison. C'est vrai que j'aurais peut-être pu commencer par ça. Bon voilà pour les matchs de Noël, Yaya. Globalement une belle cuvée là, à part les deux matchs là, à 23h, 2h qui étaient un peu plus compliqués à suivre, sauf si on aime bien les Rockets évidemment dans le match contre les Lakers, mais globalement plutôt sympa. C'est toujours une soirée cool à suivre. Ouais, c'est ça. C'est toujours. Mais en fait, c'est tu vois, c'est une Madeleine de Proust. Ouais, je suis d'accord. Tu te rappelles tous les ans, tu sais, tu te mets à 18h après le repas de famille, tu rentres chez toi, tu mets la télé, tu regardes les matchs et puis t'es content, quoi. Tu sais que tu vas passer un bon moment. C'est ça. En plus, la team Beansport là qui gère ça chaque année, c'est toujours cool de regarder avec eux. C'est coupé par les quiz, par les petits jeux, tout ça. Ça te met dans l'ambiance de Noël. C'est sympa. Tu regardes ça en famille avec tes potes ou même solo, hein, mais c'est vraiment la petite soirée qui est sympa pour finir l'année. On va enchaîner avec notre débat, tiens, et on va rester dans ce côté un petit peu fête de fin d'année et la projection pour la deuxième partie de la saison. On en parlait. On va discuter un petit peu, Yaya, de nos attentes. Alors, on pourra en faire plein sur beaucoup d'équipes, sur toutes les équipes, sur beaucoup de joueurs, mais on va se focus chacun de notre côté sur un joueur et sur une équipe. Alors, on n'en a pas discuté avant, donc moi, je ne sais pas quels sont tes choix et tu ne sais pas quels sont les miens, même si on a peut-être quelques idées avec ce qu'on s'est dit là dans le récap. Je te laisse la main pour ce début de débat, sur le joueur ou la franchise. Je te laisse un petit peu en parler, on en discute derrière. Eh ben moi, le joueur que je veux voir, sur lequel j'ai beaucoup d'attentes pour cette deuxième partie de saison, c'est Luka Doncic. Aujourd'hui, il est déjà top scorer, mais moi, je veux qu'il aille chercher le titre de MVP. Et pour ça, il doit faire gagner les Lakers. Moi, c'est là-dessus que je veux le voir. Ça tournait très très bien jusqu'au retour de ton idole. Malgré tout, je pense qu'il a quand même des choses à faire valoir. Et je pense que le jeu de l'équipe doit beaucoup plus tourner autour de Luka Doncic et il doit vraiment prendre le lead des Lakers et que ça doit vraiment devenir j'ai envie de te dire le personnage principal. Et il doit le faire dès maintenant en disant bon écoute, c'est bon. On a été ridicule, maintenant on y va. La place des Lakers, c'est au moins dans le top 3 à l'ouest et on y va, on va aller chercher peut-être pas un titre, mais on va aller chercher au moins un bon parcours de play-off parce que l'année dernière, il est arrivé, ils sont fait laver par les Wolves, ça doit pas arriver quoi. Donc pour moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de voir et d'être encore plus maître à jouer sur les des Lakers.
Tu vois, alors c'est intéressant parce que moi, du coup, la franchise sur laquelle j'ai des attentes, c'est les Lakers. Donc, on va pouvoir en briller tous les deux l'un après l'autre. Quand tu dis Yaya que tu veux que ça devienne vraiment le maître à jouer des Lakers, tout ça, machin. J'ai quand même l'impression que là, cette année, il y a vraiment eu une passation, tu vois, entre LeBron, alors qui en plus était absent au début de saison. Donc, déjà, comme il n'était pas sur le terrain, bah, il pouvait pas jouer, il pouvait pas être présent et avoir toute l'influence qu'on connaît depuis maintenant 20 ans, même si c'est un peu moins le cas maintenant avec l'âge aidant, évidemment, mais tu vois, dans les déclarations, on se rappelle du truc où quand LeBron est revenu, il a dit non, non, moi je veux que le dernier mec qui passe sur le jumbotron, ce soit Luka. Alors, c'est plus pour l'anecdote et de la com, mais dans la globalité des choses, t'as pas l'impression que cette année, c'est vraiment, tu vois, c'est l'équipe de Luka Doncic, tu vois. Même dans les choix du management qui ont été faits, sur lesquels je vais revenir, t'as cette impression quand même de, bah voilà, on va travailler maintenant pour Luka. Alors LeBron, t'es là, mais on va travailler pour toi maintenant. C'est ton équipe, tu vois. Ouais. Malgré tout, quand t'as l'ombre de LeBron, t'as là et il fait pas le taf. Donc c'est à lui d'aller voir LeBron en lui disant bah écoute, tu sais que j'ai des lacunes en défense. Toi, tu peux plus courir comme avant. Bah écoute, gars, montre que t'es vraiment le king et défends quoi. Ah bah, tu me donnes une passe D, mais magnifique, parce que moi, du coup, l'attente, Le mais bonheur. c'est incroyable. Et tu vois, et vraiment, je répète aux gens, croyez-nous, on n'a pas du tout parlé en amont de nos équipes et de nos franchises. Mais je vais embrayer si tu veux, comme ça, on pourra un petit peu continuer à Vas-y. parler de cette équipe des Lakers. Mais moi, l'attente que j'ai autour des Lakers, c'est vraiment. Alors, je sais pas comment il va faire Rob Pelinka parce que les finances sont compliquées et on sait que le profil de joueur que vous recherchez les Lakers, c'est un profil que beaucoup d'équipes cherchent et qu'il y a très peu de monde sur le marché. Mais trouver un vrai défenseur pour les lignes arrière des Lakers, en fait. Trouvez-moi un 3D, trouvez-moi un mec qui va peut-être, je sais pas, trouvez-moi quelqu'un. Mais là, c'est en fait Normalement, le c'est match smart. des ouais, mais oui, mais non, mais Yaya, Smart, oui, d'accord, il a été défenseur de l'année, mais c'était quand? À la limite, j'ai envie de te faire un quiz là, c'était quand qu'il a été défenseur de l'année, tu vois. Donc, Il y a 4 ans. Smart, voilà, Smart, il est arrivé, on savait pas dans quel état physique il allait arriver. Alors, en début de saison, il a montré des choses intéressantes. J'étais le premier à dire que j'étais agréablement surpris. Mais bon, je veux dire, tu le disais tout à l'heure, Yaya. Si, si les Lakers veulent construire autour de Doncic et disent, bon, bah, Luka, t'es pas venu pour rien. En tout cas, il a pas eu le choix, mais maintenant t'es chez nous, donc nous on veut gagner des titres avec toi. Donc pour gagner des titres, faut aller loin en playoff. Pour aller loin en playoff, faut avoir de l'intensité dans le jeu, faut avoir de l'intensité dans la défense et faut avoir les joueurs qui vont avec. Et je reprends le match contre les Rockets de Noël, qui est symptomatique de ce qu'on a vu depuis quelques temps chez les Lakers, c'est-à-dire une équipe qui est de moins en moins adaptée à la NBA des années 2025-2026. Et tu sais à quel point j'adore LeBron James, mais là, ça devient vraiment compliqué, encore plus quand tu as cette base arrière avec Doncic et Reeves qui peuvent avoir tous les talents offensifs du monde, Doncic en particulier, mais ça défend pas un caillou en fait, ça défend rien. Et quand tu tombes contre une équipe athlétique, une équipe là qui adore les rebonds, qui va te gober tous les rebonds du monde comme peuvent l'être les Rockets, ben en fait, t'imagines, tu fais un Rockets Lakers aujourd'hui en playoff, mais c'est 4-0, allez 4-1 pour être gentil, mais t'as aucun monde où les Lakers passent parce que t'as aucune intensité défensive, t'as parfois l'impression d'avoir aucune motivation tout court sur le terrain. Où est le problème? Est-ce que c'est Redick qui arrive pas à bien gérer son effectif, qui arrive pas à bien mener ses hommes? Est-ce que c'est un côté on sait qu'on est talentueux, on sait qu'on est fort individuellement, donc on va gagner des matchs. Alors peut-être qu'en régulière vous allez en gagner contre Washington, contre les Nets, contre qui vous voulez, mais en fait en playoff ça passera pas. Donc il faut trouver un mec qui va faire le lien défensif entre le côté ok, Reeves, Doncic, vous vous occupez que de l'attaque, vous allez claquer vous allez claquer des points, vous allez montrer tout votre talent, tout ça machin. Et moi, je vais être le mec qui va défendre en fait sur le meilleur joueur adverse. Tu vois, un mec comme Herb Jones qui est aux Pelicans, qui est dans le marasme des Pelicans, c'est peut-être un des profils de joueurs dans toute la NBA confondue qui est le plus recherché. Herb Jones, tu vois. Ah, mais tu lâches quoi? Ben oui, non mais c'est ça le problème, c'est que déjà ta masse salariale est assez resserrée et en plus ouais voilà tu lâches quoi parce que les Pelicans aussi mauvais soient-ils
Ils savent que dans leur effectif, ils ont un mec qui est beaucoup recherché par beaucoup de franchises NBA, les Lakers, mais pas que. Et donc, ils vont être gourmands. Et c'est normal. T'as d'autres profils comme ça qui peuvent être intéressants. Un mec comme Ayo Dosunmu qui joue à Chicago, tu vois, pareil, le marasme des Bulls, c'est un profil qui peut être intéressant d'un mec qui va pas te demander de prendre les ballons tous les soirs, mais qui va défendre, qui va être cette petite pièce qui peut faire la différence et qui peut permettre aux Lakers de retrouver cette âme d'équipe un peu. Et quand t'entendais les derniers, après je terminerai par là, quand t'entendais les dernières déclats de JJ Redick, qui disait que voilà, il y avait pas de motivation, qu'il y avait pas de hargne sur le terrain, il y avait pas d'envie. Mais merde les gars, en fait, si vous voulez essayer d'aller loin et si vous voulez pas vous casser la gueule au premier tour des playoffs parce qu'on sait qu'à l'ouest ça va être encore une jungle, il va falloir se sortir un peu les doigts, excusez-moi l'expression, tu vois. Donc ça passera d'abord par un travail de l'équipe en interne et ça passera aussi, et j'espère, par un travail d'Europe Pelinka et du management pour trouver une solution via un trade, un échange, un truc comme ça, tu vois. Mais voilà, moi l'attente pour les Lakers, c'est les gars, retrouver de la motivation, retrouver de la hargne et retrouver un esprit défensif, tu vois. Parce que sinon, vous allez tout droit dans le mur. Là, ils sont 5e à l'heure actuelle. On enregistre. Ils sont sur une série de 3 défaites. Ils sont 6 matchs derrière le Thunder. 3 derrière les Spurs. Alors, moi, je pense que les Spurs, ils sont un peu en surchauffe. Mais par rapport aux Nuggets et aux Rockets, et puis même face aux Timberwolves, ils sont pas sereins, quoi. Ah mais oui, mais complètement. Donc tu te bats soit avec ce genre d'équipe, sans faire offense aux Wolves. On sait que tu les apprécies particulièrement. Mais... Je suis dans le wagon, hein. Je suis dans le wagon Wolves. On sait que eux, le début d'année, leur turning point, c'est mois de janvier. Ils commencent à jouer au mois de janvier. Donc si là ils sont qu'à 6 matchs, ils peuvent très bien finir deuxième de la conférence, tu vois, parce que Anthony Edwards a dit let's go, on y va. Après, moi, du côté des Lakers, enfin, pour revenir là-dessus, on sait que c'est une équipe qui est ultra scrutée. Quand tu joues avec le maillot, il a un poids. Encore plus avec LeBron, quoi. Parce que tout le monde vient pour voir LeBron faire son dernier tour. On ne sait pas, est-ce que c'est sa dernière saison, c'est pas sa dernière saison, est-ce que, tu vois, il y a toute cette incertitude. Et quand il n'était pas là, l'équipe jouait libérée. Et moi, je trouve que depuis qu'il est revenu, il y a des choses. Alors, même si je suis pas le plus grand fan de sa carrière, je pense qu'il peut apporter beaucoup aux Lakers. Mais lui aussi, faut qu'il y mette du sien, quoi. Ah mais clairement. Parce que l'histoire de sa carrière, c'est d'être solo dans son équipe et d'avoir des faire-valoir. Et là, pour même s'il était des premiers tours, même s'il a eu 9 premiers choix de draft avec lui, c'était quasiment des faire-valoir qui le faisaient gagner, mais c'était des faire-valoir, tu vois. Donc là, il va vraiment falloir qu'ils se mettent au service de l'équipe parce que l'âge est là et que j'ai l'impression que ça a cassé une dynamique son retour. On a fait un épisode et je l'avais pressenti. On a un invité spécial qui, bien sûr, l'a défendu. Ben voilà, on a. Attends, faut pas non plus le mettre au pilori, tu vois. Je suis d'accord avec sur le côté, il va falloir qu'il se bouge. Il apporte encore des choses, tu vois, et il faut qu'il se bouge. Il faut qu'il se bouge. C'est pas parce qu'il s'appelle LeBron et qu'il va avoir 41 ou 42 piges ou qu'il les a eu. Tu dois te bouger, en fait. Si tu dois te bouger. Oui, non, mais bien sûr. Mais surtout, il doit se mettre au diapason de l'équipe. Et malheureusement, il doit changer des choses dans son jeu par rapport à son équipe. Bon. J'avais dit que, tu vois, l'année dernière, que ça m'avait fait du bien l'arrivée de Luka Doncic parce qu'il était, tu vois, le gars, tu lui fais du open court, tu fais courir. Tu sais que en puissance, personne peut l'arrêter. En puissance. Voilà. Eh ben, fais des systèmes pour mieux défendre et que lui, il se projette. C'est là où il est le meilleur. Mais bon,
Donc les Lakers, gros dossier. Luka, le joueur à suivre pour toi sur cette deuxième partie de saison. Et moi, les Ouais. Lakers en global et surtout retrouver une défense en particulier pour la franchise californienne. On enchaîne sur l'attente autour du... Alors pour toi, du coup, autour de la franchise. Et moi, après, j'enchaînerai sur mon joueur. Donc c'est quoi Alors, la franchise sur laquelle tu veux faire un focus, toi? moi, c'est les Mavericks. Allez. Moi, en fait, j'arrive pas à voir ce que c'est. Ils sont au fond du classement et j'attends juste une chose, c'est l'arrivée le retour de Kyrie Irving. Mhm. Et alors maintenant, il y a plusieurs choses. Il y a des rumeurs de trade autour de Anthony Davis. Est-ce qu'ils vont Clairement. le trader? Est-ce que si le trade, qu'est-ce qu'ils vont avoir en retour? Il était question notamment de l'envoyer à Atlanta contre Ouais. notamment Zachary Rizaché. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose d'arriver à Dallas pour Zachary Rizaché, mais du Bah, côté d'Atlanta, ouais. Est-ce que c'est une bonne du côté, solution de rester à Atlanta aussi? Je suis pas sûr, tu vois. ouais, je sais pas, mais arriver à peut-être qu'avec Jason Kidd arrivera mieux à l'utiliser. Peut-être. Mais voilà. Après, du côté d'Atlanta, je t'explique pas, hein. T'as une raquette, Kristaps Porzingis, Anthony Davis. J'espère que t'as une bonne couverture santé quand même, hein, parce que le nombre de matchs loupés là, tu risques d'avoir ce qu'il faut, quoi, tu vois. Mais plaisanterie mise à part, du côté de Dallas, ça doit aller, ça doit jouer beaucoup mieux, quoi. Là, attends, j'ai pas le bilan. Là, ils sont à 12-21, ils sont 12e actuellement, ils sont sur 4 victoires sur les 10 derniers matchs. Ouais, mais ils doivent être au-dessus, quoi, tu vois. Ouais, t'as Portland au-dessus d'eux, t'as Memphis bien au-dessus d'eux. Avec Utah et Portland, c'est le même nombre de victoires, t'as juste les défaites qui changent. T'as 2 matchs de plus pour Dallas. Mais Donc, tu tu vois, vois, en Memphis fait, est à 15-16 et Memphis, mais pardon, mais voilà, tu vois. ils sont pas loin d'aller, tu vois, ils sont capables d'aller chercher le 8, 9e spot, tu vois. Ouais, oui, oui, je suis d'accord. Au moins le 9e, mais après, mais ils doivent faire un trade. Et moi, c'est cette équipe que je veux voir, et je veux voir quel trade ils vont faire. Et si ils n'ont pas été traumatisés par Nico Harrison qui faisait des trades à tir larigot et ben de faire un qui marche un peu comme Kyrie Irving. Tu sais quand Kyrie Irving était arrivé, on avait tous levé le sourcil en disant mais C'est vrai. pourquoi mettre Kyrie Irving avec Luka Doncic alors que les deux s'entendaient comme larron en foire, quoi. Est-ce que si Kyrie revient, il va revenir, est-ce que tu es toujours dans ce mood de vouloir trade Anthony Davis où tu te dis, attends, travaillons autour d'un mec comme Cooper Flag, on en a parlé tout à l'heure, qui commence vraiment à monter des steps alors qu'il a que 18 ans, et là, il commence à vraiment être impressionnant dans ce qu'il propose, et construire autour de ces deux vétérans qui sont champions NBA, qui ont tout connu, qui peuvent apporter des choses, ou alors tu te dis, non, faut quand même que on fasse sauter un des deux vieux, pardon, hein, et on va essayer d'aller voir ce qu'on peut gratter contre Anthony Davis ou Kyrie, mais ce sera certainement plus Davis qui sera sur le marché Mais Anthony Davis, c'est toujours un joueur intéressant. quand il est sur le terrain. Ouais, mais moi je suis désolé, mais un gars comme ça, qui stretch autant, un 5 qui stretch autant, qui est capable d'autant. Euh, Après, je suis d'accord sur la fragilité, mais ça, il y est pour rien, le pauvre garçon. Mais quand il est là, le titre de 2020 des Lakers, merci Anthony Davis, quoi. Ah bah, non mais oui oui non mais après tu vois Anthony Davis sa carrière c'est les blessures. Si le gars il avait pas il avait eu 50% même ne serait-ce que un tiers de moins des blessures qu'il a eu dans sa carrière, c'était complètement à notre palmarès pour Anthony Davis. On refait pas l'histoire mais je suis Moi, d'accord. Donc je reste persuadé que s'ils se blessent pas l'année dernière, ils font un gros run de playoff. Et ils oui et vont même loin. non Ils mais vont même loin. mais même plus jeune, tu vois un mec comme Anthony Davis à l'époque des Pelicans. Rappelle-toi la domination de ce mec-là, tu vois, aux Pelicans. Alors Ah après, ben, ça s'est pas bien terminé. Mais rappelle-toi de les Pelicans où étaient en playoff au premier tour. oui. T'avais Moi, du gros AD, tout ça, tu vois. Moi, je me souviens, Anthony Davis décalé en 4 avec Boogie Cousins Mais oui, en oui, oui. 5. Oh, ouais, Ouais, ça, c'était c'était beau. sérieux. Mais Ouais, bon, ouais. voilà. Pour revenir sur Dallas, donc ouais,
comment tu vois ça de ton côté? Tu veux quand même te dire, je construis autour des deux anciens avec Flag et le reste de l'effectif, ou tu casses tout, ou tu t'essaies de Alors, de casser? la question à te poser, c'est à quelle position tu veux faire jouer Cooper Flag? Est-ce que tu veux le faire jouer en 3 ou est-ce que tu veux le faire jouer en 4? Si tu veux le faire jouer en 4, tu dégages Anthony Davis. Et tu t'en fous de ce que tu prends. Si tu veux le faire jouer en 3, tu gardes Anthony Davis. Pourquoi? Ouais. Est-ce que tu trouveras mieux si tu veux faire jouer Cooper Flag en 3? En fait, c'est où tu veux faire jouer Cooper Flag. Moi, je pense que c'est ça la question que le management doit se poser et demander à Jason Kidd. Moi, je pense que Cooper Flag, à terme, ce sera un poste 4. Voire 4-5, tu vois, dans la NBA actuelle. Teste le marché. Effectivement, un Zachary Rizaché dans le 5 avec Kyrie Irving et tu mets Rizaché en 3, Cooper Flag en 4, pourquoi pas? Mais en fait, moi je te dis pourquoi pas? Zachary peut apporter quelque chose qui notamment avec ses grands bras, sa grande ouverture et sa capacité malgré tout à marquer une dizaine de points, 10-15 points, plus de la grosse défense. Moi, tu vois. ouais, mais est-ce que t'es Atlanta, t'acceptes d'échanger un premier tour de draft, même si voilà, il a l'air de moins en moins rentrer dans les plans de Quinn Snyder et on le voit dans l'impact là sur le mois de décembre, c'est pas bon pour Zachary. Est-ce que t'acceptes quand même d'échanger un premier tour de draft contre un joueur vieillissant et sujet aux blessures, tu vois? Je suis pas certain, tu vois. Alors tu vas peut-être mettre autre chose dans le package, hein, mais oui, mais non, mais bien sûr qu'il y aura d'autres choses dans le oui, tu package. auras autre chose de toute façon d'un point de vue salaire. De toute façon, ça colle pas, mais ouais, voilà. Mais moi, je dis que ça, du côté d'Atlanta, ça dépend. Ils sont, de toute façon, eux, ce qu'ils veulent, c'est sortir Young, très Young aussi. ouais, Ils ont, tu vois. Échange à 3 et t'essayes de récupérer des trucs comme ça, tu vois. ouais, et ouais. Ok. Bon, en tout cas, moi, je reste. Enfin, si Zachary Rizaché va à Dallas, ouais. c'est pas la plus mauvaise des destinations. Oui, je pense que ça peut coller, ça peut être intéressant pour lui en tout cas, oui, Et dans le moi, marasme des Hawks. tu vois, donc là-dessus, moi, c'est surtout ça, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais. Moi, c'est là-dessus, en fait, par rapport à la question qu'on se posait, c'est qu'est-ce qu'on attend, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire jusqu'à la trade deadline, ou est-ce qu'ils vont plier, baisser pavillon rapidement, ou est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout. Yes. Non, je suis d'accord. Il y a des choses. Dallas, ça peut bouger et ça peut devenir très vite une équipe un peu relou à jouer en play-in, voire play-off si ça matche bien. Rapidement, on en a parlé régulièrement, donc je vais pas faire trop longtemps sur lui, mais moi, le joueur sur lequel je vais avoir un focus particulier, mes attentes, c'était ma hot take du tout début de saison, Yaya, c'est autour de Giannis Antetokounmpo. Là, il est revenu après 8 matchs d'absence. Il est revenu un petit peu plus tôt que ce qu'on pouvait attendre. Là, il est revenu dans le match, c'était contre Chicago, oui, c'est ça. Ouais. Il met un dunk à la fin, alors que le match est plié. Oui, alors que ça se joue. Oui, bon, bref, ça c'est les règles non écrites de la NBA. Je trouve ça plus ridicule qu'autre chose, mais bon. Les Bucks qui étaient quand même dans un marasme, 2-6 pendant son absence. Giannis Antetokounmpo, moi j'en avais parlé dans le tout début de saison avec toi Yannick, j'avais dit qu'il finirait pas la saison aux Bucks. On a eu beaucoup de rumeurs. Là, sur les dernières semaines, ça s'est un petit peu calmé. Giannis aussi a pris la parole en disant que pour lui, il n'y avait pas de discussion. En tout cas, que c'était à son agent de faire le boulot s'il y avait des choses à faire et que lui, il était là avec le maillot des Bucks. Bon, il a fait de la communication. Bref, on connaît, on va pas parler de ça nécessairement parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Mais en fait, moi, j'espère, en fait, c'est vers là que je veux aller. L'attente que j'ai, c'est une attente pour lui. C'est-à-dire que là, il est dans une équipe. Avant qu'il soit blessé, il avait un niveau MVP. Il était incroyable tous les soirs. Il faisait du Giannis dans le texte, qu'on aime ou pas le mec, il te proposait des dingueries sur dingueries. Mais en fait, il est dans une équipe sur laquelle tu ne peux rien miser, en fait. Même à l'Est, tu vas faire quoi avec cette équipe-là? Tu vas passer un tour. Allez,
peut-être une demi-finale de conférence si tu tombes sur une équipe un peu cassée ou avec un peu de réussite, mais c'est assez improbable. Donc même dans une conférence S qui, on va dire, est assez mid, tu as une équipe autour d'un MVP, d'un champion NBA, d'une superstar qui est Giannis Antetokounmpo, et tu peux pas te projeter parce que cet effectif-là est pas suffisant, parce que le coaching est pas bon, on va pas en reparler, mais c'est toujours pareil avec Doc Rivers. En tout cas, il y a pas ce qu'il faut. Et moi, en fait, j'espère que pour Giannis, ils vont trouver une solution et que la solution, du coup, passe par un trade, passe par un départ de Giannis Antetokounmpo des Bucks et qu'il aille en fait trouver une herbe un petit peu plus verte et un petit peu plus agréable pour lui dans une autre franchise NBA et qu'on puisse lui donner sa chance à nouveau d'aller tutoyer les sommets NBA, et les sommets NBA pour un mec comme lui, c'est les finales NBA en fait. Et dans cette équipe-là, dans cette construction-là d'effectifs, il n'y arrivera pas. Donc voilà, j'espère pour lui que... Et pourtant, j'adore les mecs qui restent toujours dans la même franchise, mais là en fait, j'ai pas envie qu'on gâche la fin de carrière de Giannis Antetokounmpo et qu'on regarde dans le rétroviseur dans 3-4 ans et qu'on se dise ah ouais, ce mec-là en fait il a juste gagné un titre en fait, et il a gagné un titre sur malentendu, parce qu'il y avait Chris Paul en face. Non, je vais pas dire ça, mais voilà, non, mais parce qu'il mérite son titre, mais tu vois. Donc voilà, moi les attentes pour lui c'est trouver une issue de secours pour le cas Giannis Antetokounmpo, parce que là on n'arrivera à rien pour lui malheureusement dans cette équipe-là, tu vois. Alors moi, je suis pas sûr que, en fait, c'est très compliqué à trader parce que c'est une superstar. Avec les superstars, ça se trade rarement pendant l'année. C'est très très rare. On l'a eu l'année dernière, mais ouais, ça arrive une fois, c'est ça. Ouais, mais c'était pas ses niveaux de salaire. Qui va vouloir d'un Giannis Antetokounmpo? Mais si, beaucoup d'équipes, Yannick. On sait que tu l'apprécies pas, mais Yannick Antetokounmpo, oui, si tu mets le salaire de côté, même si tu peux pas le mettre de côté, mais oui, mettons le salaire de côté. Le salaire, juste qu'on donne aux gens qui nous écoutent, 54 millions cette année, 58 l'année prochaine. Il est en player option pour la saison 27-28, player option à 62 millions. Voilà pour les chiffres. Donc, va intégrer ça dans un CBA aujourd'hui qui est beaucoup plus ardu et dans une team payroll qui est très resserrée. Donc compliqué, mais beaucoup de franchises, si t'as la flexibilité salariale, on te propose Giannis, tu fermes pas la porte. Mais bien sûr, mais en fait le truc c'est que quelle équipe met un Giannis Antetokounmpo et devient de facto un contender? Il y en a pas tant que ça. T'as les Celtics. Après, tu le mets à Miami par exemple. Ils deviennent pas contenders, ils deviennent jamais contenders. Ça dépend de qui tu envoies. Évidemment, si t'envoies tous les fils de Miami. Non, mais bien sûr. Tu vois, regarde, par exemple, Wiggins, t'es obligé de lâcher Wiggins. Ouais, arrête, mais oui, mais tu remplaces Wiggins par Giannis, Yaya, je suis désolé. Alors c'est plus compliqué que ça, le package. On schématise un peu, excusez-nous. Ouais, mais tu deviens meilleur. Tu deviens meilleur d'un coup, en fait. Oui, tu deviens meilleur d'un coup, mais est-ce que tu es capable d'aller battre OKC? Non, ouais, mais oui, bon là après, moi je te parle déjà de retourner. Je te parlais de retourner en finale NBA. Ah retourner en finale NBA, n'importe où à l'est, il change la donne et je suis pas d'accord parce qu'il y a eu des rumeurs autour de lui à Atlanta, mais non, ça serait partir d'une équipe un peu bras cassés pour retourner dans une équipe où il n'y a pas de projet, il n'y a pas de structure. Ça fait combien d'années les Hawks, tu vois, on sait pas où les placer. Quand tu dois faire les team rankings en début de saison, tu dis bon, allez, les Hawks, c'est un malentendu, ça va faire 5e et sinon ça va se battre pour le play-in. Non, en fait, tu vois, donc t'as quand même pas mal d'équipes. Tu mets Giannis dans l'effectif, t'arrives à bricoler un truc, tu deviens tout de suite une équipe. Toutes les équipes, ce que je te dis, toutes les équipes à l'est, à l'ouest, je suis pas sûr que il y ait beaucoup d'équipes où ils puissent faire passer ce step pour pouvoir être parce que une équipe qui me saute aux yeux, c'est Minnesota. Ouais. Je suis pas sûr que du fit que ça peut donner avec Anthony Edwards. Je suis vraiment pas sûr. Parce que tu vois, Giannis, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu au service d'une équipe.
Moi, en fait, le cas, il est hyper complexe parce qu'en fait, pour trader pour lui, t'es obligé, pour service rendu, ils vont pas l'envoyer à Washington, tu vois. Ils vont pas faire une Kawhi Leonard avec les Spurs, tu vois. Ouais, mais il va chercher le titre derrière Kawhi. Oui, non, mais Mais d'accord. il y a un Mais passif. Il y a un ouais, passif voilà, aussi. c'est ça. Là, les deux équipes, enfin, l'équipe et le joueur s'entendent bien. Le gars, Pour l'instant. mais le gars, il veut rester dans sa franchise. Il est loyal. Moi, Tu penses vraiment qu'aujourd'hui, malgré sa com, aujourd'hui, tu penses vraiment qu'il a envie, il est pas idiot, Yanis, il voit l'effectif, il doit aimer les mecs, humainement, il n'y a pas de problème, mais il est pas con, Yanis, il sait très bien qu'il peut pas retourner en finale avec cette équipe-là, tu vois. Tu vois, même si moi, depuis mon écran en France, je le vois, lui, il doit le savoir quand même, tu vois. Mais oui, mais est-ce que c'est son envie? Parce que il y a des joueurs, tu vois, ils préfèrent être loyaux à leur franchise que d'aller chercher un titre au rabais, tu vois. Et, Ouais. et puis encore une fois, dans un trade, il faut qu'il y ait une équipe vendeuse et une équipe acheteuse. Et je suis pas sûr que les Bucks aient tant envie de ça, de le vendre. Ils veulent pas être l'équipe qui a vendu Giannis Antetokounmpo. Ah ben oui, c'est clair que bon, l'histoire des Bucks c'est pas non plus folichonne, tu vois, on va dire. Donc si t'es le management qui trade Yanis et que dans quelques années les assets que tu as récupérés ne te font pas gagner ou ne te permettent pas de reconstruire un projet viable, c'est sûr que tu as raison, on se retournera vers eux et on dira bon les gars, vous avez tradé le meilleur, allez, si ce n'est le meilleur joueur de votre histoire et vous avez fait Sa quoi carrière derrière, de tu vois. tabac, hein, Non, mais voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, on peut discuter, tu vois. C'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes joueurs, tout ça, mais ça se discute. Tiens, petite question, Yaya. ouais. On parlait des équipes, machin. Toi, tu parlais de l'Ouest, parlais de Minnesota. Discussion que j'ai eue aussi, moi, il y a quelques jours en off. Le cas des Spurs. On sait que ça a été pas mal évoqué, d'avoir cette connexion Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo. Est-ce que là, en plus, on parlait des Spurs qui ont battu 3 fois le Thunder, ils sont dans une belle dynamique, ils sont seconds à l'Ouest. Tu vois que le projet avance bien, avance même peut-être plus vite que le temps de passage qui était prévu on va dire dans ce qui était peut-être vu par le management. Est-ce qu'aujourd'hui, tu casses l'effectif et qui fonctionne bien des Spurs pour aller encore passer un step et aller récupérer une superstar et un joueur qui pourrait à proposer des dingueries avec Victor Wembanyama, ou tu te dis non non, moi j'ai un bon collectif entouré de jeunes, de joueurs polyvalents et de joueurs d'expérience, et je préfère passer mon tour. Alors là, il y a vraiment un cas d'école. En fait, c'est-à-dire que tu fais une timeline. Il va falloir re-signer Victor Wembanyama à la fin de son contrat. Il lui reste 2 ans. Le contrat de Giannis, il est sur 2 ans. C'est maintenant que tu peux faire une dinguerie et après, tu auras les 62 millions une fois que que le contrat sera fini. Donc, eux, c'est ça. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu vas lâcher? Donc, ça va être des tours de draft. Ça va être des joueurs. Qu'est-ce que tu vas lâcher pour récupérer Giannis Antetokounmpo? Est-ce que t'es d'accord de lâcher du Castle? Est-ce que t'es d'accord de lâcher du Devin Vassell? Est-ce que t'es Vassell, oui. d'accord? Ouais, Vassell, oui, du Dylan Harper. Choua, Est-ce que t'es d'accord Dylan Harper, non. Ah, tu vois, bah en fait voilà, c'est là où on est. Tu vois, oui, tous les autres joueurs, oui, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout. No offense sur ces joueurs-là, mais ils sont voilà. Est-ce que tu es prêt à lâcher un jeune talentueux comme Dylan Harper plus d'autres trucs pour récupérer une Antetokounmpo? Tu vois, quand on est à te poser cette question-là, déjà, c'est qu'il y a un loup, tu vois. Enfin, il y a un loup. C'est que si tu te poses la question, normalement, dans beaucoup de cas, la question ne se pose pas. Tu dis, bah vas-y, moi je récupère la superstar et je jette, oui, mon jeune talent, et on essaye de voir si on peut aller tout de suite sur la timeline dont tu parles, essayer d'aller tout de suite emmerder le Thunder à l'Ouest et aller glaner un titre là sur les 3 années à venir, tu vois. Parce que après, il faut savoir que tu pourras pas re-signer tout le monde. Tu pourras pas re-signer et Castle, Harper et Wemby. Donc tu sais Ouais, que Wemby, donc voilà pourquoi pas tenter de là maintenant, tu vois. parce que je pense que c'est les joueurs qui vont te faire gagner. Et que c'est les joueurs qui sont ultra talentueux. Dylan Harper, il est trop fort.
Ah, mais je te dis pas qu'il est mauvais. Il est très fort. Mais est-ce que aujourd'hui, ça vaut, si t'as la proposition qui t'est mise sur la table, tu vois, Dylan Harper, Harrison Barnes, Jeremy Sohan, ce que tu Alors, veux, moi, Champagny, plus des tours de draft contre Yanis. moi, Est-ce que il y tu a 3 réfléchis? joueurs. Il y a 4 joueurs que je transfère pas. Wemby, Oui, bon. Castle, Harper et Fox. Oui, mais d'accord, mais tu peux pas, je veux dire, ça n'existe pas un monde, sauf quand tu t'appelles Nico Harrison, mais ça n'existe pas un monde où tu vas récupérer Yanis Antetokounmpo sans devoir donner des gros joueurs en face, tu vois. Ah ben oui, mais alors dans ce cas-là, t'en choisis un que tu trades, mais Ouais, mais un ne suffira pas, Yaya. bah oui, mais non. Après, tu veux des joueurs de complément. Hein. Ouais, mais les Bucks, bon Mais, bref. Non, mais mais attends, les Bucks, ils vont pas avoir besoin d'une superstar. Eux, ce qu'ils vont avoir besoin, c'est 2 tours de draft et deux joueurs pas forcément très costauds pour tanker. non, Parce que mais voilà, en fait, tanker, qu'on soit bien d'accord, mettre des joueurs qui peuvent être des superstars en devenir, pas des ouais. joueurs qui sont déjà forts. Tu vois, un Jeremy Sohan, très bien pour eux, tu vois. Oui, mais là on est descendu dans un level, tu vois, en termes de, tu vois, sur l'effectif des Spurs. Oui, évidemment, Jeremy Sohan, tu le fous dans le package, tu vois. Bah, bien sûr. Évidemment. Mais bon, tu vois, c'est intéressant comme sujet. Donc voilà, Giannis Antetokounmpo, trouver une issue de secours pour lui. Toi, c'est Moi, Luka Doncic autour des Lakers. ouais. Et on a dit qui les Dallas Mavericks pour toi, est-ce qu'ils vont bouger à la trade deadline? C'est vrai que c'est une équipe qui est vachement intéressante à suivre, t'as raison. Et moi, c'est les Lakers. Bah, les gars, bougez-vous, trouvez une défense en interne déjà. Et surtout, peut-être trouver le petit joueur de complément qui va faire bouger un peu cet effectif-là. Voilà pour la petite discussion. Même petite discussion, bah, la bonne discussion qu'on a eue autour des attentes. Et dites-nous aussi hein, sur les réseaux si vous avez des joueurs ou des équipes que vous attendez peut-être un petit peu plus particulièrement que les autres pour cette année 2026 et surtout pour cette deuxième partie de saison NBA. On va faire rapidement, si tu veux, le petit agenda, Yannick. Ouais. Il n'y a pas, pour être honnête, il n'y a pas beaucoup d'affiches là sur cette fin d'année 2025. En tout cas, de ce Quand que je vais moi te donner la mienne. Ouais, de ce que moi j'ai pu aller voir, j'ai rien trouvé de fou, sauf un match. C'est la revanche de la Cup entre les Spurs et les Knicks. Ça se déroule dans le Texas et ce sera le 1er janvier à 1h du matin. Donc si vous rentrez très tôt de votre soirée ou si alors vous décidez de vous faire un début d'année autour de la NBA, vous avez raison aussi. Vous avez ce beau match-là entre les Knicks et les Spurs, deux équipes qu'on a parlé, dont on a parlé dans cet épisode-là avec plutôt du positif. Moi, c'est le match que j'ai noté pour cette semaine. Moi, c'est le Magic at Raptors. Voilà. Ah oui. Voilà. Ouais, bon. Ah, deux équipes de l'Est. Bon, Toronto un peu plus compliqué en ce moment, mais Bah oui, bon on voilà. en parlait d'eux. Ouais, mais tu avais noté un Détroit Clippers aussi, je crois. Il y avait quelque chose comme ça là qui allait tomber. Ouais. C'est dire. Hein. Ouais, c'est pas fou. Toutes les semaines, voilà. Bon, après, il y a 82 matchs par équipe. Toutes les équipes doivent se rencontrer. Bon, des fois, les calendriers sont moins dingues que d'autres. Ça vous donnera plus de temps pour vous reposer et pour profiter des vôtres en tout cas. Mais voilà pour les petites affiches très rapidement. On va conclure Yannick. On va retrouver Elliot dans quelques instants. Donc restez branchés évidemment sur le podcast. Mais tout d'abord, je te remercie Yaya pour l'émission. Ouais, plaisir partagé. On va se retrouver nous la semaine prochaine. Ce sera le premier épisode de l'année 2026. Et oui, on sera toujours là avec Yaya et on fera notre conseil de classe. Premier conseil de classe de l'année 2026. On aura encore évidemment des bons points, des mauvais points et des coups de règle à mettre. Ça, on sait que tu as. On va tirer les oreilles. Allez, ça va être sympa. Donc, ce sera le conseil de classe, le rendez-vous évidemment à pas louper toutes les premières semaines de chaque mois. Donc, la semaine prochaine, pour bien démarrer l'année ensemble, évidemment, on vous attend nombreux et nombreuses. En attendant, on vous souhaite de passer une très bonne fin d'année 2025. Bon réveillon, soyez sages, ne faites pas de dingueries, évidemment. On peut quand même. Ouais, ne faites pas de salto, par exemple. Hein. Certains se reconnaîtront. En ayant un petit peu bu, voilà. C'est un petit peu une private joke, vous nous en excuserez, mais voilà. Donc, soyez sages, profitez quand même de vos proches, amusez-vous sans faire des folies. Et en attendant tout ça, retrouvez tout de suite Elliot dans sa chronique Elliot and One, 5e épisode d'Elliot, que vous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Elliot qui va vous partager son Christmas Day du côté du Madison Square Garden à New York.
Très bon épisode avec Elliot tout de suite. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Salut tout le monde, c'est Elliot. Je suis en direct du Madison Square Garden de New York. Elliott by himself and one. And it's up to 9 with 104 remaining. Cette semaine, dans Elliott & One, je vous emmène sur la côte est des États-Unis, dans la Big Apple, à New York. J'ai profité des vacances pour aller couvrir 2 matchs au Madison Square Garden, la salle la plus mythique du monde. Je vous emmène donc avec moi dans les coulisses de ces 2 rencontres. Les Knicks recevaient les Cavaliers pour ce qui n'était pas un match banal, puisque c'était lors du Christmas Day. Un match donc avec une saveur particulière et une ambiance particulière. J'avais également couvert le match face au Heat le dimanche précédent, et je m'étais retrouvé un petit peu déçu de l'ambiance du Madison Square Garden. Moi qui suis habitué au Gainbridge Fieldhouse et son public de connaisseurs et de passionnés, mais le match de Noël, au contraire, m'a largement réconcilié avec la légende du Garden. Si on s'intéresse concrètement au déroulé de la journée, il faut savoir que le Madison Square Garden est une salle très particulière où le parquet se situe au 5e étage. Après avoir récupéré une accréditation avec, comme d'habitude, ni mon nom ni mon prénom correctement orthographié, je monte donc au 6e étage où se trouve la salle de conférence de presse avec une vue sur New York et notamment la 8e avenue et la gare Penn Station. Vient pour moi ensuite le moment d'aller faire quelques repérages au bord du terrain. J'ai notamment croisé l'ancien sélectionneur des Bleus Vincent Collet qui est avec les Cavaliers dans un rôle de consultant spécial et qui va passer un mois auprès de la franchise de l'Ohio. À 1h45 du début du match, c'est l'heure de la conférence de presse du coach à domicile, donc Mike Brown, suivi 15 minutes plus tard de la conférence de presse de Kenny Atkinson, le coach des Cavs. En ayant croisé Vincent Collet quelques minutes plus tôt, j'ai donc demandé à Kenny Atkinson ce qu'apportait le double médaillé olympique dans son staff. Je vous laisse avec la traduction de sa réponse. Vincent, vous savez, il a gagné beaucoup de titres en France. Bien sûr, j'ai eu une expérience avec lui en équipe de France, on a été collègues pendant longtemps, je respecte vraiment son opinion. Il nous apporte une diversité de pensée, une vision différente des choses, et ça a de la valeur pour moi. On a un super coaching staff, et c'est lui qui apporte la mentalité FIBA dans notre approche du jeu. Son apport est inestimable sur les 2 années qu'il a passé avec nous. L'ancien sélectionneur des Bleus n'a malheureusement pas eu la chance de voir évoluer sur le parquet le capitaine de l'équipe de France, Guerschon Yabusele, qui est complètement sorti de la rotation de Mike Brown et qui va sûrement chercher une équipe avant la trade deadline. Si l'on en revient au match, Karl Anthony Towns a pris la parole pour souhaiter des joyeuses fêtes et un joyeux Noël à toutes les personnes présentes dans la salle. Le coup d'envoi est donné à 12h10, heure locale, un match donc très tôt et les équipes ont eu du mal à se mettre en route. Qui dit match de Noël, évidemment, dit animation de Noël. Et le Madison Square Garden ne s'y est pas trompé. Je vous laisse écouter quelques instants le public qui chante All I Want for Christmas is You. Le public dans les tribunes s'est bien amusé, mais a aussi bien poussé son équipe, même dans les moments difficiles. Les Knicks ont compté jusqu'à 17 points de retard, même dans le 3e quart-temps, mais c'était sans compter sur la performance de celui qui a sauvé le Noël des New-Yorkais, le sophomore Tyler Kolek, qui a pris feu en fin de match. Jalen Brunson, Captain Clutch, a aussi planté quelques paniers très importants. Cleveland se bat bien et reste au contact dans les derniers instants. C'est finalement un dunk d'OG Anunoby qui va mettre fin au suspense. Je vous laisse le revivre comme si vous y étiez. Les Knicks remportent donc ce Christmas Game à domicile qui lancera parfaitement une des journées les plus iconiques du basket américain. Une expérience unique dans une salle mythique qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Prochaine étape pour moi, le Barclays Center de Brooklyn où j'aurai la chance de couvrir un match dans la salle qui m'a fait découvrir le basket américain en 2016. Avec cerise sur le gâteau, l'idole de mon enfance, Steph Curry. J'espère que cet épisode vous a plu et comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir d'autres contenus. Vous retrouvez Chris et l'équipe habituelle la semaine prochaine pour un podcast et moi je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.